12h45 sur Bénin Business 24. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition du journal Le Sommaire. Ce 1er novembre, on célèbre la journée mondiale du véganisme, une façon de vivre basée sur le refus d'exploiter, de faire souffrir ou de tuer les animaux, un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes. Et puis, dans la lutte contre les changements climatiques, les infrastructures vertes apparaissent essentielles. Elles permettraient de préserver la santé publique et de créer une économie axée sur la croissance écologique. Enfin, alors que certains pays se reconfinent face à la résurgence de la Covid-19, on s'interroge dans cette édition sur la façon dont se comporte le personnel médical dans les hôpitaux. Une équipe de la rédaction a cherché à savoir. Bienvenue donc si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, 1er novembre, on célèbre la Toussaint. Et comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. C'est une fête de l'Église chrétienne catholique qui, chaque 1er novembre, honore ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ Jésus. Cette fête est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus. La Toussaint est à ne pas confondre avec la fête des morts qui, elle, est célébrée le lendemain de la Toussaint, soit le 2 novembre de chaque année. Et puis le 1er novembre, c'est également l'occasion pour les véganes du monde entier de se retrouver pour célébrer les droits des animaux et faire connaître le végétalisme et le véganisme. Le véganisme étant une façon de vivre basée sur le refus d'exploiter, de faire souffrir et de tuer les animaux. Un végane se refuse donc d'utiliser un produit d'origine animale pour son alimentation, pour son habillement et dans tous les aspects de sa vie. Suivons cet élément réalisé sur le sujet. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux. Quand les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas du goût, selon moi. Mais avec le temps, moi, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'ordre religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre. Les femmes
D'accord, qu'elle soit allaitante, enceinte ou ni allaitante ni enceinte, déjà à partir du jeûne, elle ne peut pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger. Et vous l'avez compris, ce sujet a été réalisé sur le végétalisme qui se rapproche du véganisme. Et cela peut paraître absurde, mais selon certains chercheurs, se retenir de consommer des produits d'origine animale, comme les véganes, serait un moyen efficace de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, un peu comme l'investissement dans les infrastructures vertes. Les infrastructures vertes qui sont un ensemble d'écosystèmes naturels qui peut aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone. Jules Akwaïkou et Amandine Anyamboussou nous en disent un peu plus. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant. Mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékbodji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très, très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques.
Et puis la crise du coronavirus ne finit pas de faire parler d'elle. À l'instar des secteurs vitaux de l'économie, le personnel soignant n'est pas à l'abri de cette pandémie. De nouveaux comportements sont adoptés par les médecins, infirmiers et autres corps de la santé pour se mettre à l'abri et ainsi préserver la vie humaine. Quelle est aujourd'hui la situation dans les hôpitaux face au coronavirus et comment se comporte le personnel médical face à cette maladie? Constat dans un hôpital de Cotonou. Comme tous les matins, c'est l'heure de la visite des patients. Une ronde quotidienne effectuée par ce chirurgien. Pour lui, le personnel de santé est en alerte tous les jours. Vous vous lavez les mains à chaque fois qu'il y a un malade avant de l'examiner, après avoir touché le patient. L'autre chose, c'est que le port de bavette, c'est vrai que c'est la nouveauté, est exigé. La distanciation également est exigée dans les consultations. En attente d'acheter les médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Et à l'entrée de l'hôpital, il y a un système de lavage des mains et où on oblige tous les entrants de l'hôpital à se laver les mains avant d'y entrer. Après sa ronde, il entre en salle de chirurgie. Ici, pas de place à la négligence. Les aides-soignants, infirmiers et médecins sont parés. Tous ceux qui sont dans le bloc pour éviter les infections nosocomiales ou les infections du site opératoire, chez le patient, sont obligés de porter des masques, des bavettes pour se protéger eux-mêmes et protéger le patient qui va être opéré. Vous voyez, moi, j'ai une visière en plus de mon masque parce que lors des interventions, il y a du sang qui peut vous éclabousser. Dans cette clinique à Atikamé, la pandémie oblige à filtrer les entrées et éviter l'affluence. Et pour y arriver, de nombreuses mesures sont mises sur pied. Il y a déjà le dispositif de lavage des mains et de séchage qui est à l'entrée. Après ça, il y a un personnel juste à l'entrée qui prend la température. Et ensuite, il y a un questionnaire et c'est la clinique qui a fait tirer cela. Et le personnel garde ce questionnaire sur lui, pose les questions aux patients suivant ce qui est recommandé. Et il y a des cases qu'il faut cocher. En dehors de cela, chaque patient qui vient n'a pas besoin de garde malade, sauf si ce patient est dans l'incapacité de pouvoir communiquer avec le personnel médical. Plus rien ne sera donc plus comme avant et les hôpitaux y veillent. L'arrivée de la pandémie a accéléré et accentué les gestes que nous devions avoir pour ne pas être vecteur de la maladie ou bien ne pas recevoir en voulant soigner. Et aujourd'hui, je crois, les habitudes sont en train de changer profondément, non seulement au niveau du personnel médical, mais également de tous les usagers. Si la guerre engagée contre le coronavirus n'est pas prête de finir, le personnel soignant des centres de santé et hôpitaux du Bénin est aguerri et en constante vigilance. Santé oculaire à présent avec la cécité, ce mal qui affecte l'acuité visuelle au point de la rendre très faible. Il touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, des enfants et même des nouveau-nés en sont malades. Question, qu'est-ce qui pourrait en être la cause chez les enfants et quels sont les comportements que devrait adopter la femme enceinte? Élément de réponse avec un médecin ophtalmologue. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3 sur 10. Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte,
du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles sont enceintes, elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale. Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil. Et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc, déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance. Et c'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez suivre sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.